Pierre, bonsoir. Bonsoir. Donc, tu es le gérant du Ludogique La Princesse au Petit Pois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Enfin, Et- je suis un des gérants, puisque je le gère avec ma femme, et elle, qui s'occupe des enfants. ouais. Euh, N'hésite pas à me reprendre s'il y a des moments où tu vois, je dis une bêtise où je glisse. Mais du coup, donc nous, on se connaît pas, mais ça serait peut-être intéressant, je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui ne te connaissent pas peut-être, de dire bah, quel était ton parcours peut-être avant d'ouvrir le gîte. Oui, très bien. En fait, je vais parler de notre parcours plutôt que mon Oui, parcours à pardon, moi. je dirais tu, mais Euh, ça englobera aussi du coup ta compagne. voilà, donc on est mariés depuis une trentaine d'années. Oui, c'est ça. Maintenant, et on habite en Normandie, dans le Pays de Caux. Donc on est entre Rouen et la mer, à peu près une dizaine de kilomètres de la mer. En termes de paysage, pour vous donner un ordre d'idée, c'est les falaises d'Étretat qu'on a tous vues sur les calendriers de la Poste. Donc on a les mêmes falaises mais sans les arches. Donc c'est plutôt un environnement plutôt sympa. Et donc ça fait 25 ans maintenant qu'on habite là tous les deux. On s'est connus en école d'ingénieur et on a tous les deux un cursus d'ingénieur où on travaille tous les deux dans l'industrie, donc avec à quelques dizaines de kilomètres de la maison qu'on a choisie en pleine campagne. Et puis, bah, c'est un peu une histoire de monde d'après. Après les fameux confinements de 2020-2021, ma femme elle sortait d'un congé parental. Et puis, bah, elle avait vraiment pas envie de retourner au boulot. Elle s'est dit que fallait vraiment qu'elle change de boulot parce que ça faisait plus sens, son métier d'ingénieur. Et puis le hasard fait que de l'autre côté de la rue par rapport à chez nous, il y avait un terrain qui était en friche qu'on n'avait jamais remarqué, avec des bâtiments qui étaient tellement cachés par la végétation que on n'avait même pas vu qu'ils étaient là. Et d'un seul coup, on a vu un panneau à vendre qui apparaissait sur ce terrain-là. Donc l'idée de faire du maraîchage tournait un peu dans sa tête. Donc elle a décidé d'arrêter son boulot d'ingénieur et puis de faire une formation. Et en parallèle, on a acheté le terrain. Et quand on a acheté le terrain, donc il y avait deux bâtiments dessus, une grange et une ancienne étable qui étaient quasiment en ruine, hein, mais qui avait, comme on dit, un fort beau potentiel. Oui. Et les banquiers nous ont dit, bah, on vous donne les sous, mais par contre, pour rentabiliser, on veut que vous fassiez un gîte parce que au moins c'est un revenu un peu plus garanti que de faire pousser des tomates ou des carottes, quoi. Donc voilà, nous voilà à retaper l'étable. C'est une étable qui a 150 ans, bientôt 200, en gîte. Et puis, on s'est demandé à un moment donné, bah, qu'est-ce qui ferait qu'en dehors de la saison touristique, qui est chez nous en gros d'avril à la Toussaint, des gens auraient envie de venir en Normandie avec, je vais l'apprendre à personne, mais une météo qui est pas toujours fiable à 100%, pour potentiellement s'enfermer dans un gîte à regarder tomber la pluie. Et on s'est dit qu'une chose qu'on avait et qu'on pouvait partager, c'était notre collection de jeux de société, puisqu'on a toujours été relativement joueurs entre nous et puis avec nos enfants. Et voilà, on a tout bêtement été sur Google en cherchant, alors je sais pas ce qu'on a tapé comme code, hein, mais gîte, jeux de société, un truc comme ça. On est tombé sur l'association des ludogîtes et on a vu qu'on n'était pas les premiers à avoir eu l'idée. Et de fil en aiguille, on a rejoint cette association. Ok, Donc là, notre gîte est ouvert depuis 3-4 ans, je dirais, et on est ludogîte depuis 2 ans. d'accord. Justement, tu parles de l'appellation Ludogite. Euh, c'est quoi? C'est un label? C'est quelque chose d'officiel ou c'est juste pour dire bah, c'est un gîte où on peut faire du ludique? Ouais, donc comme je l'ai dit, c'est une association, hein. Et donc l'association qui s'appelle les Ludogîtes a voulu créer un label pour garantir
des gîtes où enfin, maintenant on est passé à hébergement de tourisme, c'est-à-dire qu'on accepte à la fois les gîtes et les chambres d'hôtes. C'est tout nouveau, ça date de l'assemblée générale d'hier, donc c'est un scoop, hein. Oui, Ce qu'on a voulu, c'est donner une garantie de qualité sur ces hébergements ludiques, avec donc un certain nombre de garanties, une charte euh, qu'il est nécessaire de ratifier pour rejoindre l'association. Donc ce qu'on garantit, c'est évidemment un gîte ou une chambre d'hôte qui soit de qualité avec toutes les normes de confort qu'on pourrait attendre. Mais ça, j'aurais tendance à dire, tout le monde le fait, hein. Autour de chez moi, il y en a quasiment 3 ou 4 par village. Le petit plus, ou le gros plus, c'est qu'on garantit que dans ces gîtes, si vous venez y séjourner, vous aurez accès en permanence 24 heures sur 24 à une ludothèque qui soit conséquente, qui soit variée, qui soit renouvelée, qui ait des jeux pour tout le monde, que ce soit des jeux qui s'adressent à des joueurs occasionnels qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer, ou alors à des gros joueurs dont c'est la passion. Et puis notre troisième garantie dans le label, c'est que on vous garantit qu'on est passionné et on est sur place pour vous guider, pour vous donner des conseils. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a derrière le label Ludogite, c'est un label de qualité où quand on vous dit c'est un gîte avec des jeux, c'est pas le gîte dans lequel vous allez débarquer, vous allez ouvrir l'armoire et vous allez trouver un vieux Scrabble avec 3 lettres qui manquent et un Monopoly. Ou alors que vous allez trouver une ludothèque, mais personne pour vous expliquer ce qu'il y a dedans, parce que c'est la mamie qui vous a ouvert la porte, mais elle a jamais joué à ces jeux, quoi. Donc, nous, à la fois, on garantit qu'on a plein de jeux et puis qu'on sait vous les expliquer et vous orienter vers les jeux qui peuvent vous faire briller les yeux. C'est un peu ça l'idée. ouais. Oui, donc c'est vraiment ça qui fait la distinction avec ce qu'on pourrait appeler un gîte traditionnel, quoi. Le côté conseil et accompagnement autour du jeu. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que c'est est-ce qu'il y a d'autres expériences en plus que tu proposes ou que vous proposez, ou c'est vraiment centré autour du jeu? Alors ça dépend vraiment des gîtes, puisque au-delà du fait d'adhérer au label et à l'association, on a tous notre propre vie, notre propre historique, nos propres centres d'intérêt. Donc, bah, moi, par exemple, enfin, ou nous, on est, comme je l'ai dit, sur une micro-ferme de maraîchage bio. Donc, ça veut dire qu'on a une certaine sensibilité par rapport à l'environnement. On laisse la possibilité aux gens de venir découvrir ce qui se passe dans la ferme, évidemment de profiter des produits, des fruits et des légumes qu'on peut produire. Donc ça, c'est la spécificité, on va dire, de notre ludogite à nous, hein, au-delà de, après, toutes les spécificités qui peuvent être liées à notre emplacement géographique. On n'est pas loin de la mer, on est à la campagne, on est en Normandie avec pas mal de bâtiments historiques. Et puis, bah, on a d'autres gîtes qui proposent d'autres types d'activités qui sont liées ou pas au monde du jeu. On en a par exemple qui proposent des grandes salles pour faire des soirées jeux, qui font des soirées à thème, qui peuvent faire des fois des prototypes. Il y a des gens, il y a un gîte par exemple qui s'appelle le gîte des ânes où, comme son nom l'indique, ils ont des ânes, donc ils proposent des promenades en âne, et d'ailleurs des ludothèques itinérantes avec leurs ânes. Ça dépend vraiment de la spécificité de chacun et ses sensibilités personnelles, quoi. Oui, oui, pendant que tu parles, je montre un peu des photos
notamment bah, de ton gîte, mais aussi de la région. Ça donne vraiment envie. Est-ce que, c'est une question sûrement bête, mais est-ce que quand on voit tout ça, on arrive à trouver du temps pour jouer plutôt que d'aller se balader ou de profiter du plein air? Alors, ça dépend vraiment des gens. Je mentirais si je te disais qu'à l'heure actuelle, moi, je reçois que des joueurs qui viennent pour jouer à 100% de leur temps. J'ai vraiment tout. J'ai des gens et c'est une bonne moitié de ma clientèle à l'heure actuelle qui viennent pas pour le ludogite. Ils viennent parce que ils cherchent un gîte. Je suis sur les plateformes classiques de location de gîte et ils découvrent généralement de manière assez agréablement surprise qu'il y a une ludothèque avec ces jeux-là. Et bah, si tout se passe bien, on réussit à leur faire découvrir quelques jeux. Il y en a certains qui viennent et puis qui jouent quasiment pas avec les jeux qu'on met à leur disposition. Euh, Ouais, typiquement, ils louent le gîte parce qu'ils ont un mariage, ils vont arriver, le samedi à 14h, ils vont se changer, ils vont aller au vin d'honneur, le soir, ils vont rentrer à 4h du matin le lendemain, ils vont repartir. Bon, ceux-là, ils jouent pas, quoi. Et puis à l'inverse, j'ai des gens, des copains ou des associations de jeux qui viennent là parce qu'ils ont vu que c'était un ludogîte, et eux, bah, ça m'est déjà arrivé d'aller voir des gens au bout de 3 jours, en leur disant, vous êtes sortis, vous avez profité, vous êtes allés à la mer, qu'est-ce que vous avez visité? Et puis, bah, à part aller faire des courses pour pas mourir de faim, bah, ils ont pas fait grand-chose, quoi. Donc il y a vraiment de tout. Hem, Après, moi j'ai séjourné déjà, chez, quelques amis, qui ont des ludogîtes, même en étant joueur passionné, bon, à un moment donné, ça fait du bien de sortir et puis d'aller profiter des paysages, et puis des attractions touristiques, du coin, quoi. Donc je pense que la pratique saine, c'est de trouver un juste milieu, mais chacun fait comme il veut. On les oblige pas ni dans un sens ni dans l'autre, quoi. Oui, oui. Je salue Natou et Franck qui viennent d'arriver aussi sur le live. Est-ce que, justement, tu disais qu'il y a des personnes qui viennent, bah, et, juste euh, ils l'ont pris comme un gîte plutôt qu'un ludogîte. C'est quoi les remarques ou leur manière de voir qu'il y a du jeu? C'est quoi leur rapport au jeu de société, en fait? Ben, on peut vraiment avoir de tout. On a des gens qui arrivent, qui disent: «Ah chouette, il y a des jeux, est-ce que vous avez, tel jeu?» Alors s'ils ont, des fois c'est des questions qui peuvent un peu fâcher, hein, Oui, quand quelqu'un arrive qui me dit: «Ah vous avez», je leur montre tout ce qu'ils ont à disposition, dans la ludothèque, et puis, il conclut, ma présentation par, «Est-ce que vous avez le Monopoly?» Bah, ça fâche un peu, donc on essaye, gentiment de les orienter vers, d'autres jeux, dont on sait qu'ils seront d'abord faciles, pour, essayer de leur faire, diversifier un peu leur expérience du jeu. Il y en a d'autres qui sont assez curieux, assez contents et qui nous demandent spontanément de leur en présenter, quelques-uns ou de leur en proposer quelques-uns. Ce qui est toujours difficile, c'est, bah, quand les gens ils arrivent dans le gîte, ils ont qu'une envie, c'est, généralement ils ont voyagé, donc ils n'ont qu'une envie, c'est de se poser, de défaire leurs valises, de se reposer, de vérifier qu'ils ont tout ce qu'il faut pour bouffer, donc c'est jamais le bon moment pour aller leur présenter, les centaines de jeux qu'on a à disposition. Généralement, je leur propose de revenir, quand ils veulent, quand ils ont eu le temps de se poser, et qu'ils ont un moment plus calme. Et puis, pour leur présenter, un peu ce à quoi ils pourraient jouer, puis il y en a qui acceptent, il y en a, qui donnent pas suite, on est un peu déçus, mais parce que, si on fait ça, c'est surtout pour le plaisir de partager autour du jeu. Mais pour autant, bah, c'est comme ça, quoi. Ça fait partie du jeu, j'aurais tendance à dire. oui. Et généralement, ce qu'on essaye de faire quand les gens réservent, c'est de les sonder un peu sur, leur expérience ludique, et sur, ce à quoi ils jouent d'habitude, si tant est qu'ils jouent, pour essayer de faire un choix, sur les jeux qu'on va mettre, en avant, dans le gîte.
Là, ce que vous voyez derrière moi, là, je suis dans le séjour du gîte. Ce que vous voyez derrière moi, c'est l'armoire qui est dans le séjour. Il y en a tout le reste de la ludothèque est à l'étage. Et cette armoire-là, je l'utilise pour mettre à la fois mes favoris, pour mettre les jeux qui sont faciles d'abord, donc les grands classiques assez faciles à appréhender. Je sais pas, du Azul, du Codenames, du Trio, des choses comme ça. Des jeux qui vont assez facilement accrocher les gens, des jeux d'ambiance. Bon, je parlais de Trio, mais je regarde derrière. J'ai du Hitster, Ligretto, Dixit, Deux pommes, trois pains, enfin des choses sur lesquelles on va réussir à appâter les gens et puis après de fil en aiguille, on réussit à les amener vers des choses, un peu moins abordables ou un peu plus originales, quoi. Il y a Franck qui disait, si quelqu'un demande le Monopoly, il dort dehors. Non, toi, tu acceptes quand même tout le monde. En fait, oui, j'ai un Monopoly, clairement, il est bien caché donc si on me le demande, je le sors, je montre où il est. Si on me le demande pas, je préfère laisser les gens chercher et tomber sur autre chose. Oui. D'ailleurs, je Je veux pas montre. avoir d'ennui avec l'éditeur de Monopoly, hein. Oui, on salue Hasbro. Euh, je montre hein, ton My Ludo. Donc, il y a 678 jeux, euh, ce qui est quand même une belle ludothèque. Euh, comment tu choisis les jeux qui vont intégrer ta ludothèque? Enfin, votre, je dis tu, hein, mais je parle aussi Ouais. de, Mmh de, mh. de ta compagne. C'est un plaisir personnel ou parfois tu dis ce jeu c'est pas pour nous, mais je sais qu'il plaira aux gens qui viennent à nos hôtes quoi. Alors il y a les 2. C'est-à-dire que, on a commencé, c'était uniquement notre ludothèque, personnelle. Donc on avait à peu près, 400 jeux quand on est rentré dans l'association. Bah, comme je l'ai dit dans le label des Ludogîtes, on a, heu, on a une garantie d'avoir des jeux qui plaisent, à tout le monde. Donc dans nos jeux perso, il y avait beaucoup de jeux, qui avaient accompagné, nos 3 enfants, donc des jeux enfants, de 0 à 12 ans. Il y avait des jeux qui nous plaisaient, qui étaient plutôt à l'époque des jeux, initiés. Il y avait pas trop de jeux d'experts, jeux experts par exemple. Il y avait pas de jeux pour les tout petits enfants, il y avait, certaines, mécaniques ou certains types de jeux sur lesquels, on n'accrochait pas trop, bah, tout ça on a essayé de se diversifier un petit peu. Il y a des choses sur lesquelles, la mayonnaise a pris finalement, on a appris à apprécier ces jeux-là, hein, notamment les jeux experts, sur lesquels, c'était pas forcément au début notre tasse de thé, parce on n'était jamais dans un contexte, faciliter ça et maintenant c'est beaucoup plus le cas. Moi typiquement, les jeux type, jeux de bluff tout ça, pas vraiment ma tasse de thé. Bon j'en ai quelques-uns, ça peut permettre aux gens de retrouver, des grands classiques, s'il y a besoin. Les jeux type jeux de mots, et cetera, c'est pas non plus vraiment ma tasse de thé, bon j'ai une quantité, minimale, on va dire, qui permet de pas s'ennuyer, pardon, si on veut se faire, une soirée, jeu de lettres ou jeu de mots, quoi, Ouais. donc il y a de tout et puis après, un ludogite, c'est aussi, une manière, de se donner bonne conscience, quand on est un peu, acheteur, frénétique, en se disant, «Bah, ce jeu-là, je l'achète, j'en achète tellement que je sais que je vais pas, le jouer, tous les soirs pendant un mois parce qu'il y a d'autres jeux qui attendent derrière». Donc bah, au moins, une fois que je l'aurai acheté, je pourrai le partager avec les gens qui viennent dans mon gîte. Donc forcément, tous les jeux qui, moi, me plaisent ou que j'ai achetés, parce qu'ils me faisaient de l'œil, bah, ils finissent aussi dans le Ludogite et ça fait que, bah, il y a aussi un certain choix éditorial, on va dire, dans la ludothèque et c'est le cas, sur tous mes amis, qui ont un Ludogite, où, on sait reconnaître la patte de chacun en fonction de ses affinités, quoi. Oui, oui. C'est une manière de, de- d'avoir un plaisir coupable, de se dire ah ce jeu.
Il y a Franck qui nous dit, est-ce que les gens sont respectueux des jeux? Est-ce qu'il n'y a pas de chips, des choses comme ça sur les jeux? Parce que Ouais, souvent on a ça chez les joueurs, quoi, de pas, ouh là là, c'est interdit autour de la table les boissons. alors, c'est généralement, nous, c'est une des premières questions qu'on a posées quand on a fait les premiers contacts avec les gens qui étaient déjà dans l'assaut des Ludogites, et c'est la première question qu'on nous pose à chaque fois. Je pense que c'est la même question qu'on va retrouver dans une ludothèque, hein, à partir du moment où on prête des jeux. En général, ça se passe très bien. J'ai pas eu de situation où bah, le jeu était complètement explosé, était sale. Enfin, il n'y a pas eu de gros drame. Ça a pu arriver de perdre une pièce ou deux de temps en temps. Généralement, on la retrouve parce que les gens y jouent dans le vide. Après, on a tous plus ou moins, je dis tous, c'est chaque ludogite, et on se copie les uns sur les autres, mis en place une sorte de briefing et des règles qu'on essaye d'exposer aux gens quand ils arrivent et qu'on a affiché. Je l'ai là, hop. Quand je dis qu'il est affiché, je mens pas, hein, hop. Donc ça, c'est les règles d'utilisation de la ludothèque de La Princesse au petit pois. Euh, Ce qu'on y dit, c'est que en gros, les jeux, c'est pas des jouets, donc on veut pas que les parents ils laissent les enfants farfouiller dans les boîtes de jeux et jouer aux petits dada avec les pions de Terraforming Mars. Donc en gros, on fixe un âge limite en deçà duquel c'est les parents qui sortent les jeux et qui les rangent. On a généralement des limites autour de ben, on mange pas en même temps qu'on fait les jeux, donc bah, soit on mange, soit on fait les jeux. Alors si on a une table distincte, ce qui n'est pas mon cas, bah, il y a un endroit pour jouer et un endroit pour manger. Sinon, bah, on s'organise, quoi. Après, le pire qui peut arriver aussi, c'est que les gens ils mélangent les jeux. Ça, pareil, on essaye d'expliquer qu'on sort un jeu à la fois pour éviter de retrouver des pions de Monopoly dans Harmonie et vice-versa. Et puis, moi, ce que je fais, c'est que je demande que les gens rangent pas les jeux. C'est-à-dire qu'ils les prennent dans la ludothèque et j'ai une tablette où je leur demande de remettre les jeux une fois qu'ils ont joué. Ça évite de retrouver ma ludothèque en bazar parce que même avec la meilleure volonté du monde, quand tu as pris 3 jeux en te disant: «Tiens, je vais regarder ces 3 là pour voir auxquels je vais jouer», bah, tu sais plus où tu les as pris, donc tu les remets où tu penses qu'ils devraient être et c'est jamais au bon endroit. Et tous ceux qui ont une grosse ludothèque savent qu'on peut être super maniaque sur la manière dont la ludothèque est rangée. Ça permet aussi de savoir à quoi les gens ils ont joué, ce qui est plutôt pas mal. Ça permet de savoir les jeux qui marchent, les jeux qui marchent pas. Et puis, ça permet, alors pas forcément d'aller compter tous les pions, mais au moins de vérifier que, il y a pas eu de gros dégâts sur les jeux, que si tu récupères la boîte, que déjà elle ferme plus, parce qu'ils ont rangé tout n'importe comment, et ben, c'est signe qu'il y a un souci. C'est jamais arrivé. Et puis j'ai une petite boîte, objets trouvés, où je dis aux gens, bah, si vous trouvez un jeton, une carte, que vous savez pas où ça va, plutôt que de la remettre n'importe où, vous la mettez dans les objets trouvés et c'est moi qui m'en occupe. Ah oui. Est-ce que c'est toi la personne, tu sais, qui poste des fois des photos sur les réseaux sociaux avec plein de jetons différents en disant, vous savez à quel jeu ça appartient? Non, c'est pas moi ça. Tiens, justement, tu disais que ça te permet d'avoir une visibilité sur les jeux les plus populaires. C'est quoi à peu près, toi, dans ton gîte, les jeux qui sortent le plus souvent? Heu, je regarde derrière moi, c'est à peu près ceux qui sont là, on arrive à sortir pas mal, Azul, King Domino, les jeux d'ambiance ça marche bien, Ouais. on a quand même, beaucoup de gens qui sont pas des populations de joueurs, et donc qui vont se raccrocher sur du That's Not a Hat, Hit, du Packet Chips, des Cales, du Trio, des choses comme ça. Et puis après,
avec les enfants, spontanément, ce qu'ils vont chercher, c'est les trucs qu'ils connaissent. Donc, pas forcément les jeux, qui sont les jeux, dernier cri, les nominés, jeux enfants, as d'or de Cannes de l'année, mais, Cluedo, les choses comme ça, quoi. Oui, ce qu'ils ont l'habitude de croiser à l'école ou avec leurs copains. Ouais. Donc donc là, si on réussit à induire, un peu un échange et une interface avec les gens dans le gîte, ce qui est pas toujours facile, hein, parce qu'on veut pas non plus les envahir, et puis venir taper à leur porte, toutes les demi-heures en disant, «Vous êtes sûr, vous voulez pas que je vous montre des jeux?» Donc c'est un juste milieu à trouver et ben, on essaye de leur présenter aux enfants des choses un peu plus innovantes, ouais, des planches des pirates, Super Miaou, heu, qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Légende du colibri, Robin des Bois, des choses comme ça, quoi. Ouais, ça permet d'avoir un peu de culture ludique aussi, en plus du séjour et du séjour culturel forcément, puisque les gens vont quand même un peu dans la région. Donc, Voilà, si les gens repartent en disant: «Tiens, je suis content, j'ai découvert ce jeu, faut que j'aille l'acheter, quand je repars», bah, on est content, on se dit qu'on a réussi à contribuer, un peu à élargir leur culture ludique, quoi. oui, d'ailleurs, Si en plus on réussit à les envoyer dans le magasin du coin pour l'acheter, alors là, c'est ouais. Euh, D'ailleurs, oui, je ne sais pas du tout, mais tu reçois, enfin, vous recevez, c'est quoi, c'est des chambres individuelles, c'est en groupe. Il peut y avoir plusieurs, je sais pas, plusieurs groupes différents, d'hôtes en même temps. alors, je vais répondre pour moi uniquement, moi, c'est un gîte de, 10 personnes. J'ai, 4 chambres, plus, un canapé dans le séjour. Ouais. Donc ça peut être un seul groupe, qui vient là, sachant que la ludothèque est dans le gîte. Après, il y a d'autres ludogîtes qui sont organisés autour d'une ludothèque centrale et puis, plusieurs gîtes qui sont modulables, donc qui peuvent recevoir, 2 ou 3 groupes, qui vont profiter de la même ludothèque, et se croiser autour des tables de jeu. Ça peut arriver aussi, mais moi, les locaux ne me le permettent pas. Je montre un peu des photos d'autres gîtes aussi qui sont bah, un peu partout en France. Vous êtes combien? 13, hein, c'est ça actuellement? On est, ouais, 13 ludogîtes qui sont ouverts. Il y en a, je dis pas de bêtises, il y en a 3 qui sont, en cours d'ouverture, donc qu'on attend avec impatience et qui devraient nous rejoindre. Et on est toujours preneur de nouveaux entrants, dans l'association. Et Heu, tu... L'année dernière, on a intégré, par exemple, 2 nouveaux ludogîtes. Oh, c'est bien, c'est quelque chose qui se développe et c'est bien que ça se structure, quoi, que ce soit pas juste comme tu disais tout à l'heure, euh, quelqu'un qui dit bah j'ai des jeux donc c'est un ludogite, mais qui a un vrai côté, une vraie plus-value, quoi. Mmh mh. Et ce qu'on ouais, c'est Vas-y, nous, vas-y. la plus-value sur laquelle on est très vigilant, c'est le fait que, les gens soient, passionnés et qu'ils soient sur place, quoi. Et un des critères, c'est qu'on veut que les gens, ils habitent sur place, donc des fois, c'est dans le même bâtiment. Moi, j'habite, de l'autre côté de la rue, mais en tout cas, il n'est pas question de laisser les gens tout seuls se débrouiller avec leur jeu, quoi. Oui, oui, c'est pas on loue pour le week-end et puis on nous donne les clés le vendredi et on les récupère le dimanche soir, quoi. Mmh mh. Ouais. Tu parlais justement d'une grosse ludothèque. Euh, je me dis par rapport à d'autres styles d'hébergement, ça représente un gros budget, non, d'acheter les jeux? Oui, c'est certain, après, déjà, je suis pas certain que si j'avais pas de ludogite, je les aurais pas achetés. Oui. Après,
j'aurais plus du scrupule, mais je les aurais peut-être achetés quand même. Mais ouais, enfin, j'ai pas fait le calcul, mais bon, je sais pas, 600 et quelques jeux, on va dire à 15 € de moyenne le jeu, commence à faire, un certain investissement. Après, on fait pas ça, pour avoir un retour sur investissement. On fait aussi ça parce que, comme je l'ai dit, c'est notre passion et c'est des jeux que de toute façon pour une bonne partie, on aurait quand même acheté, quoi. Oui, oui. Hem, d'ailleurs, c'est quoi la typologie un peu des gens qui viennent dans ton ludogite? C'est des familles, des couples, des groupes d'amis? Alors ça peut être des familles, ça peut être des groupes d'amis. Des couples, c'est difficile parce que, je suis un gîte de 10 personnes donc bah, louer un gîte de 10 pour un couple, bah, c'est un certain budget quand même, hein. Oui, Moi, il faut que je retombe quand même sur mes pieds financièrement donc je peux pas me permettre de diviser par 5 le loyer quand je loue pour 2 au lieu de pour 5. Même s'il y a quelques gains d'échelle mais voilà. Après oui, on a à peu près de tout. En été, c'est plutôt des familles, et puis sur, les week-ends, et les gros week-ends, plutôt, des groupes d'amis, qui viennent, bah, pour se retrouver et puis parfois pour jouer. oui. Il y a une saisonnalité dans les ludogites, ou comme certains hébergements, où il y a les saisons hautes, les saisons basses, ou c'est non, c'est Oui, oui, étalé. carrément. Après, heu, chez nous, la saison touristique, on va dire, c'est en gros, avril, Toussaint, hein, avec, un vrai démarrage sur, plutôt les week-ends de mai. Après c'est vraiment différent, les copains qui ont un ludogite à la montagne, forcément, leur pic d'activité, c'est plutôt en ce moment, hein. Donc il y a une vraie saisonnalité et pour parler que de moi, il y a aussi une saisonnalité dans les gens qui viennent, quoi. En été, j'ai plutôt des séjours longs avec plutôt des étrangers. Hem, qui est un autre challenge, pour essayer de les ouvrir aux jeux de société et puis, hors vacances d'été, plutôt des séjours courts, d'1 semaine, avec des familles qui viennent, moi pour ce qui me concerne, beaucoup du nord, de région parisienne et de Normandie, quoi. Des familles ou des amis. Ouais. Tiens, d'ailleurs, parmi les étrangers qui viennent, et tu as remarqué, peut-être il n'y en a pas, mais peut-être une différence d'appréciation sur les jeux de société, ou non, c'est pareil en fait. Ouais, je saurais pas dire, j'ai pas assez de recul, pour, et pas assez de maîtrise de la langue et de débriefing, avec eux, sur, qu'est-ce qu'ils ont apprécié dans les jeux, pour être capable d'avoir un avis là-dessus. Ok. Euh, Est-ce que parfois tu adaptes ton gîte en fonction de demandes spécifiques? Je sais pas si c'est beaucoup plus d'enfants ou peut-être un groupe de personnes d'un certain âge. L'adapter par rapport à quoi? Au Je sais pas si tu changes. Je sais pas si par exemple tu fais tourner les jeux qui sont plus visibles, ce genre de choses, Ah quoi. oui, ça c'est bon, déjà on l'adapte, bah, s'il y a des enfants, on leur, met des lits enfants, on met, des barrières pour éviter qu'ils tombent dans l'escalier, tout ça, mais ça c'est ce que ferait n'importe quel gîte et après effectivement, comme je te disais, quand les gens réservent, on essaye de les sonder un petit peu sur, déjà qui ils sont, quel âge ils ont et puis, ce à quoi ils ont l'habitude de jouer et puis, bah, la fameuse armoire qui est derrière moi là, je peux passer, 1/2 heure à 1 heure à la retrier, à aller rechercher des jeux en haut, pour les remettre là et à aller ranger, d'autres jeux, typiquement derrière moi, il doit y avoir, Sankoré et Windmill Valley. Si, demain il y a des gens qui m'appellent en disant: «Ce week-end on vient, on n'a jamais joué à rien sauf, au Scrabble avec mamie, il y a, il y a 5 ans», bah, Sankoré et puis Windmill Valley, je vais aller les ranger, je vais leur mettre des jeux un peu plus abordables, quoi. Et s'ils me disent, bah, on vient avec, 5 enfants, je vais leur sortir plutôt des jeux enfants.
Oui, donc et mettre c'est ce une client vraie en valeur, quoi. expérience ouais, personnalisée, quoi. Mm. Euh, Et après, j'ai des gens à l'extrême, les joueurs qui viennent, ils vont sur MyLudo, ils me disent on voudra jouer à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. Et donc, je leur sors la pile de jeux. Ça fait une pile de 30 jeux dans le séjour. Et puis, quand je reviens, bah, ils ont joué à ceux-là, ils en ont sorti plein d'autres. Puis voilà, c'est hmm, rigolo aussi. ouais. Euh, est-ce que, est-ce que c'est difficile de maintenir, je sais pas, une atmosphère accueillante et conviviale pour tous tes hôtes? Je sais pas si c'est une difficulté ou pas Bah, ce qui est assez difficile, c'est que nous, on est avec eux très peu de temps, en fait. Euh, Ça arrive qu'il y en ait certains qui nous invitent à venir jouer avec eux. C'est pas la majorité des cas. Nous, on aime bien. Généralement, on demande pas mieux, même si on a aussi notre vie et Oui, on n'est pas là à attendre qu'ils nous invitent. Mais la convivialité, c'est surtout eux qui la font une fois qu'on a le dos tourné. Donc, on essaye de les mettre un maximum à l'aise en leur présentant tout ce dont ils peuvent profiter dans le gîte, autour du gîte, parce que si les visites et l'environnement extérieur. Ça c'est, je dirais notre sens de l'accueil en tant que propriétaire du gîte qu'on affine au fur et à mesure et qui bah, c'est un peu le boulot du propriétaire du gîte, quoi. Après, voilà, on n'est pas, sur un week-end, on n'est pas avec eux, derrière leur dos pour s'assurer qu'ils s'amusent, donc c'est difficile de répondre. ouais. J'ai une autre question difficile. C'est mon petit côté, j'aime bien essayer de voir si des fois on a des réponses sur des aspects un peu de sociologie. Mais est-ce que tu as remarqué, je sais pas, un effet jeu de société, tu sais, entre le moment où les gens arrivent et le moment où ils repartent, si ça a amélioré, je sais pas, leur interaction ou le côté social ou... Ouais, non, là, pareil, je saurais pas dire. Ouais, Généralement, quand ils repartent, heu, quand on les revoit quand ils repartent, c'est qu'ils ont envie de partir, quoi, parce que les valises sont déjà dans la voiture, on les attend ou ils ont un train à prendre, on n'a pas forcément le temps de débriefer et de sonder sociologiquement, les 10 personnes qui sortent du gîte, quoi. Après, on réussit à débriefer, a posteriori par téléphone ou par les commentaires qu'on s'envoie par écrit. Mais, de là à en tirer une analyse, non, je saurais pas. ouais, ouais. Bon, ça c'est... Effectivement, c'était une question difficile. Oui, oui, c'était moi ma petite lubie de me dire est-ce que... Toi, tant qu'on est encore avec les hôtes, j'imagine c'est une des questions qu'on doit te poser le plus souvent, mais euh, quand on reçoit des gens, il y a forcément des petites bizarreries. Est-ce que toi, tu as déjà eu des expériences un peu, des anecdotes, quoi, un peu, soit rigolotes, soit au contraire, des très bonnes rencontres J'ai eu, ouais, des anecdotes, plutôt embarrassantes, pas forcément liées au jeu, mais qu'on pourrait, rencontrer dans n'importe quel gîte avec des gens, des étrangers qui venaient d'Allemagne, je crois, et qui visiblement avaient pas une bonne notion de la géographie de la France et des distances et qui venaient, chez moi ils avaient en tête en une semaine de visiter, en gros tout le quart nord-ouest, quoi. Ah, Donc ils voulaient aller, au Mont-Saint-Michel, mais en partant à 11 heures le matin, c'est à 3 heures de route de chez moi, hein. Ils comptaient aller visiter Paris, dans la journée, donc là c'est, 2 heures de route s'il y a pas de bouchon, aller. Et puis, ils s'étaient fait un planning, complètement, dément, en termes de kilométrage sur tout ce qu'ils allaient pouvoir faire pendant leur semaine à la maison. Donc, on avec le recul, on en rigole un peu, mais on essaye sur le coup, de leur expliquer qu'il faut qu'ils révisent un peu ah, je- leurs ambitions parce qu'ils vont passer leur temps sur la route et puis on a plein de choses, locales, à leur offrir.
sont au moins peut-être moins célèbres et moins, moins photogéniques, mais sur lesquels ils pourront prendre du plaisir aussi. Ça, c'est plutôt les expériences un peu décevantes ou désagréables qu'on a pu avoir. Et puis, bah, après, des expériences plutôt intéressantes, c'est bah, des Anglais. Enfin, j'ai que des expériences, j'ai que des anecdotes avec des étrangers, désolé, International? où bah, ils arrivent. Je leur propose de revenir pour leur présenter quelques jeux, je leur présente quelques jeux, puis ils me disent: «Ah bah ouais, celui-là je le connais, celui-là tu peux le réexpliquer, j'ai déjà joué, mais je me rappelle plus, comment on joue». C'était The Mind, je crois, le jeu. Moi ça faisait un bout de temps que j'y avais pas joué, lui réexpliquer en anglais, bon je maîtrise assez bien l'anglais, mais faut le temps que ça switch, du français à l'anglais quand même. Et finalement, j'étais en train de lui expliquer un jeu qu'il comprenait quasiment autant que moi, donc ça, c'était assez sympa comme expérience quand même. Hem, c'est quoi le plus difficile dans la gestion d'un ludogite? C'est la relation avec les autres? C'est peut-être la logistique ou, Heu, le plus difficile, c'est la frustration de dire qu'en fait, heu bah, tu fais ça parce que tu aimes bien les jeux de société, mais tu joues pas avec eux. En général, hein, sauf quand Oui, ils nous invitent, ce qui n'est pas forcément la majorité des cas. Voilà, on fait ça pour partager, notre passion autour du jeu, finalement, le partage, il se fait à travers des moments très brefs où on leur présente la ludothèque, où on vient leur présenter quelques jeux. Éventuellement, on répond à des questions qu'ils peuvent avoir, au fil du séjour sur, «Bah, tiens, j'ai joué à ça, j'aimerais bien, découvrir autre chose», ou alors, «C'est quoi, on a bloqué sur tel point de règle, est-ce que tu peux nous réexpliquer?» Mais finalement, bah, c'est assez frustrant, on n'est pas là avec eux en train de jouer, quoi. oui. Donc j'ai des collègues, des copains d'autres ludogites qui ont, des salles communes, dans lesquelles, ils ont l'occasion d'interagir de manière plus naturelle, avec les gens qui séjournent au ludogites parce que c'est des salles de jeu, qu'eux, fréquentent aussi, c'est pas mon cas. Donc si je veux venir à l'endroit où ils jouent, ça veut dire que je viens chez eux et donc j'évite de le faire et voilà, je trouve ça assez difficile. Après, en termes de logistique, tout ça, bah, c'est la logistique assez classique de gestion d'un gîte, où, bah, il faut faire le ménage quand les gens y partent, des fois rapidement parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, réapprovisionner, tous les consommables qu'on met à disposition, ranger les jeux s'ils ont mis le bazar dans la ludothèque, mais ça se gère, je dirais. Et est-ce que tu as développé des partenariats, je sais pas, avec des éditeurs ou avec des influenceurs? Alors c'est pas forcément des partenariats, dans le sens, pur du terme, mais on essaye de travailler, enfin je dis «on», c'est mon cas et c'est le cas de la plupart des autres ludogites, hein. On essaye de travailler plutôt avec les acteurs, locaux, déjà du monde du jeu, en 1 lieu. Heu et donc on a tous plus ou moins, notre ou nos, boutiques, de prédilection qui sont généralement celles de proximité avec lesquelles on travaille, c'est-à-dire on va acheter préférentiellement nos jeux avec eux, éventuellement on va, quand les gens ont envie d'acheter un jeu auquel, ils ont joué chez nous, les envoyer préférentiellement vers ces magasins-là, mais c'est pas vraiment un partenariat, il y a pas d'exclusivité, c'est plus, je dirais des bonnes relations, heu, qui font qu'on veut faire vivre aussi cette, sorte d'écosystème ludique, localement, entre, bah, les différents acteurs. Moi je parle de magasins parce que j'ai quasiment que ça, autour de chez moi, plus, les associations de jeux, dont je fais partie.
Il y en a d'autres qui peuvent avoir des barrageux, et cetera, avec lesquels ils vont travailler. Ça, c'est à l'échelle locale. On est tous assez attachés à cette échelle locale parce que, généralement, c'est quelque chose qu'on a établi, de longue date. Et puis après, à l'échelle des ludogîtes, on essaye aussi, à travers, notre participation, à Cannes et à différents festivals de créer des contacts, avec, des auteurs, avec des éditeurs. Il y a un certain nombre d'éditeurs qui nous ont d'ailleurs aidés en nous envoyant, certains de leurs jeux pour qu'on les mette à disposition, et qu'on les fasse découvrir dans nos gîtes. Voilà, c'est le genre de partenariat qu'on peut avoir et qu'on essaye d'établir, ouais, pour, là aussi, je parlais d'écosystème ludique. L'objectif de notre association, c'est aussi de dire, bah, dans tout ce monde du jeu, nous, on pense qu'on remplit une case qui n'existait pas forcément à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si vous voulez aller, boire un coup et jouer ou, manger et jouer ou acheter des jeux ou, jouer entre amis, bah, il y a des structures qui existent. Par contre, si vous voulez aller, dormir, et faire un séjour, un peu plus longue durée avec plein de jeux, bah, nous, on vous propose, cette formule-là de ludogite. Et c'est assez important pour nous de dire que, bah, finalement, on participe à tout ça. Et donc là, on est, aussi en recherche de ce type de partenariat. Donc comme je l'ai dit, on a réussi à en établir un certain nombre avec, à l'échelle des ludogîtes avec, notamment quelques éditeurs qu'on peut remercier au passage. Et puis après, ça se fait surtout beaucoup localement. On a des ludogîtes qui travaillent avec, des auteurs locaux, qui les invitent, régulièrement à des soirées jeux, à des démonstrations de prototypes. Donc ça, on en est friand, ouais. Après, chacun a son a fait son petit chemin, depuis plus ou moins longtemps, et donc c'est plus ou moins développé en fonction des gîtes, quoi. Oui, parce que dans la liste des gîtes, on a notamment, je, je- j'ai oublié le nom évidemment, mais le gîte de Monsieur Hafner qui je, Voilà. c'est- Oui, donc l'escalageux, voilà, ouais, pardon. on a l'escalageux, effectivement, avec François Hafner, qui est lui-même auteur de jeux et qui a, pas mal de contacts, dans le monde du jeu. C'est lui, qui a été, à l'origine de la création de l'association, hein, qui a, un peu fédéré, je sais plus combien, 6 ou 7 gîtes, qui ont initialement créé l'association. On a des gens, qui par ailleurs, donc des gens, des gérants de Bilogite, hein, qui par ailleurs, tiennent une boutique ludique. On en a qui ont, des blogs ou qui font, régulièrement des vidéos sur les réseaux. On en a qui sont ludothécaires par ailleurs, qui vont animer, des sessions de jeux, itinérantes. Donc c'est un peu aussi l'expérience personnelle de chacun qui fait qu'on noue ces liens et ces partenariats, ouais. Oui, oui, d'ailleurs, je fais un petit crochet de côté, mais tu m'as fait passer le dossier de presse de l'association des Ludogites, et, euh, et c'est très bien. Dans le monde du jeu, prenez-en de la graine, les gens. C'est très agréable pour un média d'avoir accès à ce genre qui explique tout bien, qui a des images, qui a tout ce qu'il faut. Donc bravo pour ça. Euh, Vous faites partie du coup du monde du tourisme. Et comment vous êtes perçu par ce monde-là? Alors pour l'instant, c'est assez difficile, c'est-à-dire qu'on a du mal à se faire connaître et reconnaître comme une offre un peu originale, de tourisme. On est assez, dire, on a du mal à se faire de la place pour l'instant. Donc c'est un sujet sur lequel, on débat, assez régulièrement dans l'association, avec des débats, est-ce qu'il faut plutôt,
axer notre communication, pour pas parler de publicité, sur le monde du jeu ou sur le monde du tourisme. Pour l'instant, c'est pas encore, on n'est pas encore trop allé, sur le monde du tourisme à proprement parler, en tout cas pas à l'échelle, nationale. Après, comme un peu toutes les autres questions que tu as posées, ça dépend aussi vachement heu, des, heu des ludogîtes. Il y en a qui travaillent, de manière très rapprochée avec des offices de tourisme, ou autres, et puis d'autres, qui ont un petit peu plus de recul par rapport à ça. Tu parlais tout à l'heure de l'association et de faire partie du monde du jeu, entre guillemets. Vous faites partie du groupement interprofessionnel des jeux de société? Non, on n'en fait pas partie. Déjà, on n'est pas des professionnels, enfin, je sais pas comment on définit un professionnel. Je suis pas sûr qu'on soit, professionnel. On est une association. C'est là où il y Mais a en tout toutes les cas, assos, quoi, tu sais, ouais. des boutiques ludiques, des éditeurs, des auteurs, etc. Mais en tout cas, effectivement, notre volonté, c'est, de se rapprocher de ce groupement-là. L'année dernière à Cannes, notre président, qui est, François Mailleux, qui est au Ludogic de la Bodo, dans la Vienne, a été, invité par le groupement, pour participer à un certain nombre d'échanges et de débats. Donc on était très contents de cette reconnaissance. On espère que ça va continuer et qu'on va continuer à faire notre petite place, dans le monde du jeu, comme je l'ai dit un peu plus tôt, quoi. Mais on Oui, fait pas encore partie du groupement à proprement parler. Enfin, en tout cas, je crois pas. mais ça serait une volonté, quoi, de pouvoir discuter comme tous les autres à la même table, quoi. Oui, c'est ça. Pour l'instant, de ce que j'en sais, on était, invités, ce qui est déjà pas mal, la dernière Hmm. fois. Euh, comment, comment tu perçois l'avenir de cette activité? Tu vois des évolutions qui vont arriver, des choses, parce qu'en plus on voit que en ce moment c'est un peu compliqué pour certaines boutiques, pour tout ça. Je ne sais pas si d'ailleurs pour vous c'est pareil, si c'est compliqué ou pas au niveau des gens qui sont un peu, il y a la crise, tout ça, donc il y a un peu moins de gens qui achètent de jeux. Enfin, le panier moyen, on va dire, a baissé. Euh, Est-ce que vous êtes touché par ça et voilà, comment tu vois après l'évolution de ton métier, quoi? Bah, nous, l'intérêt, c'est que, par rapport aux évolutions, ou aux soubresauts, du monde du jeu, on a quand même une formule assez résiliente qui est que on est des ludogîtes, mais on est aussi des gîtes. Donc, finalement, il y a les soubresauts du monde du jeu et les soubresauts du tourisme, qui sont pas forcément, en phase les uns avec les autres. Donc, quand on perd un peu de joueurs, des fois, on peut regagner un peu de simples touristes, on va dire, ou de touristes moins joueurs qui viennent dans nos gîtes. Donc ça, c'est quand même une force. Ça nous permet d'avoir les épaules, un peu solides. Après, nous, ce qu'on enfin, à côté du panier moyen de jeux qui baisse, et cetera, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de mettre à disposition des jeux que les gens pourraient pas forcément s'acheter, ou en tout cas pas dans ces quantités-là. Donc si, finalement ils choisissent de continuer à partir en vacances, mais d'acheter un peu moins de jeux, bah, ils ont la possibilité de venir se faire plaisir chez nous. Nous, de toute façon, ces jeux-là, on les achètera toujours et on essaye de soutenir au maximum, nos boutiques, locales en achetant chez eux. Voilà, après je sais pas comment ça peut évoluer. On essaye d'avoir une offre qui est de plus en plus de qualité, de plus en plus diversifiée et présente sur le territoire. De ce que je vois, vu de ma fenêtre, avec, heu,
sur les ludogîtes qui sont, on va dire, dans la partie nord de la France. Il y en a beaucoup dans le sud-ouest et dans le sud-est, hein, comme tu as pu le voir sur la carte. Ouais. On n'est pas très nombreux, vu le potentiel de joueurs qu'il y a dans ces régions-là. Je pense on a encore de beaux jours devant nous si les gens veulent continuer à se faire plaisir en se faisant des petits week-ends ou des petites vacances ludiques, quoi. Oui, puis quand on pense aussi aux enjeux au réchauffement climatique, bah, ça reste quand même, ça c'est un point de vue tout personnel, mais ça reste selon moi le tourisme acceptable et qui devrait se développer, les petits coins comme ça, à faible densité, qui respectent tout le, tout tout ce qui est je cherche le mot, mais le maillage local. Donc, moi, je trouve que c'est au contraire une très très bonne initiative et j'espère que ça va se développer euh, dans le bon sens, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Eh bien, est-ce que tu vois peut-être des aspects qu'on n'a pas abordés, que tu aurais voulu aborder ou Euh, ouais, écoute, je pense pas. Est-ce que y a d'autres questions que tu aurais ou qui pourraient surgir? J'ai pas regardé l'écran, hein. Je me voyais en très décalé, donc c'était assez pénible. Donc, Oui. je sais pas ce qui s'est passé pendant qu'on parlait. Non, non. Là, on demande ton gîte, il est situé où? Donc, il est à côté de Rouen. Voilà, donc Et... je suis à 3/4 d'heure de Rouen vers le nord. Alors vers le nord, ça donne pas envie, mais quand vous êtes à Rouen, quand vous allez vers le nord, vous allez vers la mer, et surtout à 10 minutes de la mer. Ce qui est très agréable, en toute saison, hein. En été, on peut se baigner, en hiver, on peut aller voir la mer déchaînée, ou se promener sur la plage avec une bonne petite laine Ouais. et voilà. On est à 2 heures de Paris, 2 heures de Caen, 1 heure d 3/4 d'heure de Rouen, 2 heures et demie de Lille. Le, le, le- le bon petit coin, moi je connais un petit peu parce que j'ai ma fille qui est à Louviers, donc à côté de Évreux. Et donc Mmh mh. c'est pas très loin non plus. Donc ça me donne des idées aussi de petits séjours. Euh, Bah, en tout cas, un grand merci hein, pour ta disponibilité, puis pour nous avoir éclairé un peu sur ton métier, ton activité. Bah, merci à toi pour l'interview et puis, hésitez pas, avec plaisir, on vous accueillera, dans nos ludogîtes. Oui, tu seras à Cannes, enfin vous serez à Cannes Ouais, pour le on jour sera J. à Cannes, toute la semaine, à la fois la partie professionnelle, et la partie, grand public, on va dire, et on aura un stand, 12,09 le stand, si vous nous Super. cherchez. Et de toute Donc façon, il y a... à Oui, Cannes, on pourra, vous présenter les ludogîtes, on pourra vous faire jouer à un certain nombre de jeux, puisque chaque ludogîte, propose, un jeu de sa sélection, qu'on propose de faire jouer sur notre stand. Et puis on a quelques projets, d'auteurs qui viendraient, squatter notre stand quelques heures pour faire des dédicaces. Ça, c'est pas encore finalisé cette année, donc je peux rien vous dire sur qui sera là. L'année dernière, on avait Jean-Louis Roubira, par exemple. mhm. Donc voilà, on essaye d'animer ce stand, et puis d'avoir quelques attractions. On a une petite tombola qui vous permet de gagner des lots, et un séjour en ludogîte. N'hésitez pas si vous êtes à Cannes et puis, Eh ben, parfait. De toute façon, je vais mettre en lien dans la description voilà, vers le site des Ludogites, vers tous les liens nécessaires, même le My Ludo, si vous voulez voir la belle collection de jeux. Il y aura toutes les infos et n'hésitez pas à passer à Cannes, hein. C'est, je pense, une bonne expérience à découvrir. Merci beaucoup, Pierre. bah, merci beaucoup. Et puis, Et puis, peut-être à Cannes, du coup? Parce que j'ai cru comprendre que tu y seras aussi. oui, j'y vais. Donc, on s'y recroisera. Les gens qui sont arrivés maintenant, comme Mighty Games et Tonton, la groseille, c'est un peu tard. Nous avons fini l'interview. C'était une interview assez courte hein, quand même. On a fait une petite heure. Et,
Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y avait plein d'aspects que je connaissais pas, hein. C'est un secteur d'activité. Je connais le tourisme, mais je connais pas forcément les ludogîtes. Et je suis assez convaincu de la démarche. Moi, c'est ce que j'ai apprécié. C'est la démarche qui est derrière. C'est-à-dire que c'est pas juste euh, un hébergement classique, mais on y retrouve de la vraie passion du jeu. Et, euh, et c'est toujours bien les lieux où on peut, comment dire, promouvoir l'activité ludique de la bonne manière. Donc, merci beaucoup. Merci, bonne soirée.